Bien, alors on va pouvoir démarrer ensemble pour une petite heure autour des neurosciences. Merci de votre présence ici ce matin. On va parler aujourd'hui du cerveau apprenant, du cerveau qui apprend. Et j'espère vous faire découvrir quelques petites informations que vous ne connaissez peut-être pas encore sur le cerveau. Alors celui de vos élèves, mais aussi le vôtre, parce qu'en fait, on a le même, à peu de choses près. Ce n'est pas une très bonne nouvelle pour nous. Parfois, on se dit que quand on voit nos élèves, ils n'utilisent pas vraiment très très bien leur cerveau. Et bien justement, aujourd'hui, on a des clés pour leur apprendre à mieux l'utiliser. Puis vous allez voir que c'est des choses qui vont vous parler à vous aussi dans votre manière d'apprendre, de travailler. Avant de démarrer, je me présente en quelques mots. Je m'appelle Géraldine Loison. J'ai une double casquette puisque je suis enseignante de mathématiques et je suis également formatrice, en particulier en neuroéducation. Et je suis à ce titre référencée au catalogue du SNEL pour pouvoir intervenir auprès de vous, par exemple, aujourd'hui, auprès de chefs d'établissement, mais aussi auprès d'équipes pédagogiques dans des établissements scolaires de tout niveau. Cette double casquette d'enseignante et de formatrice me permet assez souvent d'avoir une adhésion du public enseignant, ce qui n'est pas toujours le cas en formation. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'en général, ils apprécient parce qu'ils entendent parler vrai. Et vous allez voir aujourd'hui, dans ce que je vais vous présenter, que bien sûr, il va y avoir des connaissances théoriques, parce que je ne peux pas vous parler de neurosciences sans vous montrer un petit peu ce qu'on sait aujourd'hui sur le fonctionnement cognitif. Mais je vais aussi vous montrer assez brièvement pour aujourd'hui, mais quelques outils pratiques. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a ces deux aspects qui ont été développés par les chercheurs, c'est-à-dire des connaissances fondamentales, mais aussi des outils pédagogiques, pratiques qu'on peut mettre en place très facilement dans les classes au quotidien, qui sont cohérents avec ces nouvelles connaissances et qui sont accessibles aux enseignants. Donc je vais vous présenter une brève partie pour aujourd'hui, mais avant de démarrer, j'ai envie de tester un petit peu votre cerveau. Donc on va faire un petit jeu. Vous allez avoir besoin pour ce petit jeu d'un petit morceau de papier et d'un crayon. Donc si vous avez ça dans vos affaires, je vais vous demander de le sortir. Si vous n'en avez pas, vous pouvez venir vous servir. J'ai des petits morceaux de papier et des crayons à papier juste là devant vous. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de dessiner le logo du magasin Carrefour. Je sens l'angoisse qui monte légèrement chez vous. Mince, je ne sais pas le faire. Rassurez-vous, c'est pas grave. Alors, on est d'accord, c'est pas si simple. Pourtant, quand je vais vous le montrer, vous allez voir. Regardez. Le logo Carrefour, c'est celui-là. Alors, ce logo, effectivement, vous le connaissez ou plus précisément, vous le reconnaissez. Là, je vous ai mis uniquement celui-ci, mais si on imagine que je vous ai mis 20 logos différents de grandes enseignes de distribution, vous auriez retrouvé le logo Carrefour sans aucun problème. Déjà, ça pose une première question, parce que, bien sûr, j'ai aucune action chez Carrefour, je vous rassure. L'objectif, c'est de parler de pédagogie, vous l'avez compris. Et en fait, déjà, ça pose une première question, c'est que en fait, l'information, vous l'avez quelque part dans votre cerveau, mais vous n'êtes pas capable de la restituer à partir d'une page blanche. En revanche, la reconnaître parmi d'autres, ça pose aucun problème. Donc, ça pose déjà une première question, si on pense un peu à des évaluations, par exemple, où on va demander à des élèves de récupérer tout un tas d'informations dans leur tête et de les organiser à partir d'une question de 5 mots, et qu'ils ne répondent pas grand-chose. On peut imaginer qu'ils ne savent rien, alors qu'en fait, non, ils savent des choses. C'est simplement qu'à partir d'une page blanche, ce n'est pas toujours très simple. Alors, au-delà de tout ça, d'après vous, pourquoi on n'y parvient pas à réécrire, à redessiner ce logo Carrefour? Qu'est-ce qui nous en empêche? On ne fait pas attention. On n'a jamais porté notre attention sur ce logo. Quoi d'autre? Il n'y a pas de nécessité, entre guillemets, permettez-moi, on s'en fiche du logo Carrefour. D'accord? Par contre, vous voyez que les publicitaires, ils ont bien compris, eux, qu'on était capable de le reconnaître. D'accord? Donc, eux, ils n'ont pas besoin qu'on le recompose, juste qu'on le reconnaisse. Il y avait une main qui se levait vers le fond. En fait, on ne comprend pas le sens du logo. Eh oui. Alors, en fait, ce logo, peut-être que certains le savent, peut-être que d'autres non. En fait, souvent, on l'interprète comme deux flèches, l'une allant vers la gauche, l'autre vers la droite, celle de droite qui a une forme un peu bizarre. Peut-être que certains ont dessiné sur leur feuille un C.
Parce qu'il y a un C quelque part. En fait, le C, il est là. En fait, ce logo, il est très particulier. Si on ne vous l'a jamais expliqué, vous ne pouvez pas le savoir. En fait, ce logo, c'est un carré posé sur sa pointe, ce qui est déjà assez inhabituel, dans lequel on est venu évider ce C et on a coloré les deux parties restantes, l'une en rouge, l'autre en bleu. Et donc, effectivement, vous signalez quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est que quand on n'a pas compris ça, c'est-à-dire quand on ne nous a pas donné de feedback pour comprendre comment ce logo était composé, c'est impossible de le restituer. Et puis, il reste une dernière chose, c'est que, bien sûr, heureusement pour vous, vous avez mieux à faire de vos journées, vous n'avez mis en place aucune stratégie de mémorisation pour essayer de le retenir, parce que vous n'avez aucun intérêt à le faire. Alors en fait, qu'est-ce qu'on remarque ? Eh bien, on remarque qu'on n'y parvient pas parce que on a manqué d'attention, d'engagement, de mémorisation, de compréhension. Autrement dit, on n'a mis en place aucune stratégie pédagogique d'apprentissage cohérente pour retenir ce logo. Alors bien sûr, ce logo, vous l'avez compris, ça n'est qu'une astuce pour me permettre de mettre en évidence ces 4 points. Et ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui, c'est que en fait, quand on fait levier sur ces 4 aspects auprès de nos apprenants, eh bien, on obtient des apprentissages bien plus efficaces. Et comment faire levier sur ces aspects ? Tout simplement en prenant en compte les connaissances qu'on a à l'heure actuelle en neurosciences. Aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir tout vous détailler, on a une petite heure devant nous, donc je vous propose de parler de mémorisation. Pour cette thématique, je vais vous montrer quelques éléments de connaissances théoriques autour de ce sujet. Et ensuite, je vais vous montrer comment les chercheurs se sont associés à des enseignants pour créer des outils pédagogiques cohérents avec ces nouvelles connaissances et qu'on peut mettre en place dans les classes très facilement. Donc, on va parler un petit peu de ces connaissances sur la mémoire. J'ai choisi de remonter dans le temps parce qu'en fait, on sait des choses sur le fonctionnement de la mémoire depuis la fin du 19e siècle. Donc ce sont des connaissances qui ne datent pas d'hier, vous allez voir, je vais vous en présenter des plus récentes ensuite. Mais j'ai choisi quand même de remonter à la source et on va remonter en 1885, lorsqu'un philosophe allemand qui s'appelle M. Ebbinghaus, Hermann de son prénom, a choisi de se prendre lui-même comme cobaye et d'essayer de retenir des informations et ensuite de se tester à certains intervalles de temps pour voir ce qu'il arrivait à restituer de ces informations. Et donc ces informations, pour qu'elles ne soient empreintes d'aucun contexte et qu'il ne puisse pas obtenir de moyens complémentaires de se les rappeler en mémoire, il les a créées de toutes pièces. Ce sont des séries de 3 lettres qui ne forment aucun mot. Par exemple, SWK. Il a écrit sur des petits morceaux de papier, comme ça, plein de séries de 3 lettres qui ne voulaient rien dire du tout. Et il les a piochées dans un petit pot au hasard en essayant de faire l'effort de les retenir. Et puis, il en a pioché comme ça 100 dans sa petite boîte. Et déjà, rien que pour ça, on peut lui dire que bravo, parce que c'est un exercice très fastidieux. Et en fait, après avoir terminé l'apprentissage de ces 100 séries de 3 lettres, eh bien, il s'est auto-interrogé pour voir combien il était capable d'en restituer. Et voilà les résultats qu'il a obtenus à l'époque. Cette courbe, vous l'avez peut-être déjà rencontrée, c'est celle qu'on appelle la courbe de l'oubli. Et en fait, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'à la fin de son apprentissage, donc il a appris 100 séries de 3 lettres, eh bien, au bout de 20 minutes, il arrive à en restituer 58. C'est-à-dire qu'en 20 minutes, il a déjà oublié la moitié de ce qu'il avait appris initialement. Et puis, vous voyez que ça décroît de plus en plus. Alors, on pourrait se dire quand même bravo, monsieur Ebbinghaus, parce qu'au bout d'un mois, il s'en souvient de 20, 21, c'est déjà énorme. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il n'a pas rien fait pendant ce mois, puisqu'il s'est auto-interrogé à certains intervalles de temps, et finalement, à chaque auto-interrogation, il a remis en mémoire ce qu'il arrivait à restituer. Si on imagine qu'il essaye d'apprendre les 100 et qu'il ne fait rien pendant un mois, vous imaginez bien qu'au bout de 31 jours, on est proche de 0, sauf coup de chance ou par hasard, il en retrouve 1. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, l'oubli agit très très vite après le premier apprentissage. Donc M. Ebbinghaus ne s'est pas arrêté là dans ses recherches, il s'est dit très bien, si je veux faire en sorte de maintenir davantage d'informations en mémoire, que faut-il que je fasse ? Et il a abouti à une courbe qui est un petit peu de cet ordre-là,
où il a remarqué qu'en fait, c'était beaucoup plus efficace de retravailler ces séries de lettres de manière très rapprochée dans le temps au départ, puis de manière de plus en plus espacée. Ça, c'est ce qu'on appelle le rythme expansé de consolidation mnésique. Alors, c'est un terme un petit peu technique qui veut dire tout simplement que pour consolider des informations en mémoire à long terme, il va falloir les reprendre plusieurs fois, d'abord de manière très rapprochée, puis en espaçant de plus en plus. Alors, cette expérimentation qui date de la fin du XIXe siècle, elle a une validité scientifique qui est toute relative, parce qu'on a une personne qui a travaillé sur cette expérience, le chercheur lui-même. Donc bien sûr, cette expérimentation a été refaite de très nombreuses fois dans des conditions bien plus valides scientifiquement. Je ne vous les présenterai pas par manque de temps aujourd'hui, mais elles existent. Et on retrouve à chaque fois le même principe, sachant qu'il y a un petit bémol qui a été apporté par les chercheurs, c'est qu'on ne peut pas proposer une échelle de temps qui soit figée pour ces différentes répétitions, tout simplement parce que l'espacement entre les répétitions va dépendre du type de support sur lequel on travaille. Donc ce qu'il faut retenir, c'est rapprocher au départ et de plus en plus espacé, mais on ne peut pas se dire la première réactivation doit avoir lieu absolument dans les 20 minutes qui suivent, sinon ça ne fonctionnera pas. Et puis ce serait bien sûr trop contraignant. Alors je vous propose de faire un petit bond dans le temps et de passer en 2006. Donc on va arriver sur des recherches plus récentes, parce qu'effectivement, à la suite de ces premiers résultats, eh bien, y a des chercheurs qui ont décidé de creuser un petit peu la question, et notamment de se dire, ce mot répétition, que veut-il dire? Qu'est-ce que ça veut dire répéter une information pour la mémoriser? Autrement dit, qu'est-ce qu'on va faire pour ancrer cet apprentissage? Comment on va s'y prendre? Et donc on a deux chercheurs qui ont fait une étude en psychologie cognitive. Ces chercheurs sont des chercheurs américains. On a effectivement beaucoup de recherches qui viennent des États-Unis et du Canada. Les crédits de recherche sont plus importants là-bas qu'en France, mais vous allez voir qu'on commence à avoir des résultats en France. Et je vais vous expliquer ce qu'ils ont fait. En fait, ces chercheurs, ils se sont dit, on va rassembler des étudiants, donc ils ont sélectionné un peu plus de 200 étudiants, qu'ils ont répartis en 3 groupes, et ils les ont fait travailler sur un texte en leur demandant d'essayer de le mémoriser au maximum. Ces 3 groupes d'étudiants ont eu le même temps de travail. Ils ont eu 4 fois 7 minutes de travail. Mais les modalités ont été différentes pour chacun des groupes. Le premier groupe, c'est celui que vous verrez en rouge sur le graphique. Eux, chaque temps de travail de 7 minutes, ils ont eu le texte sous les yeux, ils ont pu le lire autant de fois qu'ils voulaient. Le groupe qui apparaîtra en orange, les couleurs sont un peu sombres, j'espère que vous les distinguez bien néanmoins. Donc le groupe qui apparaît en deuxième en orange, eux, ils ont eu le texte sous les yeux les 3 premiers temps de travail de 7 minutes. Et le dernier temps de travail, on leur a dit, cette fois-ci, vous prenez une feuille blanche et vous essayez d'écrire tout ce dont vous vous souvenez à propos du texte. Et le dernier groupe, c'est celui qui apparaîtra en vert à l'écran. Eux, on leur a donné le texte seulement le premier temps de travail. Et les 3 temps de travail suivants, on leur a dit, feuille blanche, écrivez tout ce dont vous vous souvenez. Et puis on les teste. 5 minutes après le dernier temps de travail, là pour le coup on dit à tous les groupes, feuille blanche, écrivez tout ce dont vous vous souvenez. Et vous voyez les résultats. Alors on peut se dire effectivement, le groupe qui a eu le texte sous les yeux à chaque fois est bien performant, ils sont à peu près à 85% de restitution d'informations. Très bien, on est content. Si vous regardez néanmoins, le groupe qui apparaît en vert, lui n'a eu le texte qu'une seule fois 7 minutes sous les yeux, ils arrivent quand même à restituer 70% des informations, ce qui n'est vraiment pas négligeable. L'écart entre les 3 groupes est significatif, mais pas non plus démesuré. Et puis, vous voyez que j'ai caché le reste du graphique. Parce qu'en fait, nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas ce qu'ils mémorisent 5 minutes après la fin de l'exercice. C'est à long terme. Alors à long terme, vous voyez, le long terme est relatif dans cette étude, on a 1 semaine, mais par rapport à la courbe d'Ebbinghaus tout à l'heure, on a quand même laissé passer un certain temps. On est à peu près à, on va dire, 1/4 du temps. D'après vous, que se passe-t-il au bout d'1 semaine? Ça s'inverse. J'entends c'est pareil. Bon, on va aller regarder ça. Eh bien, au bout d'1 semaine, alors, plusieurs choses. La première, c'est que c'est la catastrophe pour le groupe rouge. Alors la catastrophe, moi qui suis, je ne vous l'ai pas dit, mais je suis enseignante de mathématiques, le graphique, là, il commence à 30, d'accord, donc ils ne sont pas non plus à 0, ils sont à 40% de restitution d'informations. Mais si vous regardez, ils étaient au-dessus de 80 la première fois. Ça signifie qu'ils ont oublié la moitié de ce qu'ils arrivaient pourtant à restituer immédiatement. Ceux qui apparaissent en vert, ceux qui se sont du coup davantage testés,
eux, sont encore à 60%. Donc il y a eu beaucoup moins de déperdition d'informations pour ce groupe-là que pour les autres. Qu'est-ce que ça signifie? Ça nous donne deux informations primordiales. C'est que se tester est bien plus efficace que de relire. Au passage, ça veut dire quoi? Et pour moi, ça c'est une découverte fondamentale en sciences cognitives. C'est que se tester, c'est pas seulement vérifier ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas, c'est apprendre. Quand je me teste, j'apprends. Et en fait, le test, c'est une stratégie d'apprentissage, pas de contrôle des connaissances. Et ça, c'est fondamental. La deuxième information qu'on peut aussi analyser à partir de ce graphique, c'est que le fait de relire donne une impression de familiarité avec le texte qui fait qu'on a l'impression qu'on le connaît. Donc là, on touche au côté confortable ou non du travail scolaire qu'on va mener. Se tester, c'est inconfortable, parce qu'on est face à l'étendue de tout ce qu'on ne sait pas. Alors que quand on relit, c'est très confortable. On est rassuré parce qu'on a cette impression de familiarité et de fluidité qui apparaît. Mais ce n'est pas efficace du point de vue de la mémorisation à long terme. Alors, ce que je voulais vous montrer par la suite, c'est que on a des résultats actuellement qui viennent de deux grands domaines de recherche. La psychologie cognitive, c'est l'étude que je viens de vous montrer par exemple, mais aussi des résultats de ce qu'on appelle l'IRM fonctionnel. C'est-à-dire qu'on met des gens dans un IRM et pendant qu'ils effectuent une tâche, on leur demande de compter, de lire, d'observer, enfin voilà, différentes tâches. On observe leur cerveau en train de fonctionner et on regarde quelles zones spécifiques à ce travail s'activent. Et là, je vais vous présenter une étude que je trouvais intéressante par rapport à mon propos, qui a été réalisée en 2011 par Callan et Schweighofer. Et en fait, eux, ils ont décidé d'observer le cerveau de personnes qui étaient en train de réaliser une tâche pendant, alors je crois que c'était, ils passaient 15 minutes dans l'IRM, si je ne me trompe pas, en train de réaliser la tâche. Et là, c'était 4 séries de 15 minutes consécutives avec une petite pause de 10 minutes entre les deux. Et on leur demandait de réaliser une tâche et on observe les zones du cerveau qui s'activent spécifiquement à cette tâche. Ce qu'on voit, c'est que sur les 2 premiers temps de travail, il y a des zones du cerveau qui sont très, très actives. Et puis, le temps passant, elles sont de moins en moins actives, comme s'il y avait une sorte d'habituation à la tâche qui faisait qu'on avait moins besoin de mobiliser nos compétences cognitives. Ils ont comparé ça à une seconde... c'était dans la même étude, mais une seconde partie de l'étude, où là, on a la même chose, c'est-à-dire 4 temps de travail de 15 minutes, mais sur 4 jours différents. Et ce qu'on voit, c'est que quand on espace ces temps de travail, eh bien, le cerveau reste actif. Vous avez quasiment le même taux d'activation cognitive pour chacun des temps de travail. Donc ça nous permet de justifier, entre autres, le fait d'espacer ces différents temps de retravail autour d'une notion, tout simplement parce qu'entre 2 temps de travail, on laisse l'oubli un petit peu agir. Et comme on laisse l'oubli agir, le fait de se remettre à la tâche demande un effort cognitif supplémentaire. C'est plus difficile, c'est moins confortable, mais c'est plus efficace alors qu'on y passe le même temps. Ce que vous venez de voir, ce sont des expériences qui, pour la plupart, ont été réalisées en dehors de la France. Mais à l'heure actuelle, on a des chercheurs français qui sont aussi très, très actifs en sciences cognitives. Je vous montre. Alors, j'ai choisi de vous montrer une expérience d'un type différent. C'est une expérience de terrain. C'est-à-dire, c'est une expérience qui a été faite par des vrais enseignants, avec des vrais élèves, dans des vraies classes. Là, je ne vous parle plus de quelqu'un de 22 ans qui est américain et qui a été mis dans un IRM. Là, je vous parle de petits élèves français de cycle 3 et de vrais enseignants français. Alors, ce sont des expériences qui sont encadrées par des chercheurs, donc les enseignants ont un protocole à suivre. Et bien sûr, l'idée, c'est de suivre au mieux ce protocole pour avoir des résultats fiables. Dans le cadre de cette étude qui a été réalisée en 2018-2019, on a demandé aux enseignants volontaires, donc qui travaillaient en cycle 3, à l'école primaire, ils pouvaient choisir la discipline sur laquelle ils allaient appliquer le protocole. Pour ceux qui travaillaient en 6e, il me semble, si je ne me trompe pas, que les matières concernées, c'était SVT et histoire-géographie. On a demandé à ces enseignants, sur la première partie de l'année, donc en gros de septembre à janvier, d'identifier 50 notions essentielles qui, selon eux, étaient indispensables à la connaissance des élèves pour poursuivre leur parcours.
Et on leur a demandé, à la fin de la période, sans prévenir les élèves, bien sûr, d'évaluer les élèves sur ces 50 items. Ils ont relevé les résultats. Deuxième partie de l'année, on leur demande de faire la même chose, donc d'identifier 50 connaissances essentielles que les élèves doivent retenir pour la suite de leur parcours et de les évaluer à la fin, sauf que pendant toute la période, les élèves vont travailler sur un support qui s'appelle une fiche de mémorisation. C'est-à-dire, c'est un petit document en 2 colonnes. Dans la colonne de gauche, il y a des questions qui portent sur les notions essentielles à retenir, et dans la colonne de droite, il y a les réponses. Et on demande aux enseignants de faire travailler les élèves 2 minutes à chaque début de séance sur la discipline concernée, par 2, sur ces fiches. Donc, il y en a un qui pose une question, l'autre qui répond, et puis on échange. Alors, je tiens à préciser, 2 minutes, même si les enseignants de primaire l'ont fait tous les jours, ça fait 8 minutes par semaine. Pour ceux qui étaient en collège, SVT ou histoire, SVT c'est 1h30 dans les programmes par semaine, ça veut dire qu'en moyenne c'était 3 minutes par semaine. Donc c'est un temps qui est extrêmement court, et vous allez voir pourtant qu'il apporte des bénéfices immenses pour l'apprentissage des élèves. Avant de vous montrer le graphique, on avait aussi demandé aux enseignants, pour voir sur quelle frange des élèves c'était le plus efficace, de classer, j'aime pas trop ce terme mais je me permets de l'employer, les élèves selon leur niveau habituel dans la discipline concernée. Est-ce qu'ils étaient plutôt en difficulté ou plutôt à l'aise? Voici les résultats. En bleu, vous voyez les résultats des élèves lors de la première évaluation, donc sans les fiches de mémorisation. Ce qu'on voit, c'est que les élèves qui sont déjà très bons dans la discipline, ils ont un bon taux de réussite, ils sont à peu près à 80%. Alors attention, c'est 80% des notions essentielles, hein. Donc il y a ce qui a été enseigné, les notions essentielles et ce que les élèves ont retenu, hein. Donc on n'est pas non plus à 100% de ce qui a été enseigné, hein. Et puis ce qu'on voit bien sûr, c'est que plus les élèves ont des difficultés, moins ils ont de bons résultats. Ceux qui sont estimés par les enseignants en difficulté dans la discipline, sur les notions essentielles, ils sont à peine à 15% de réussite. Ce qui a été enseigné, l'essentiel, 15%. Autrement dit, eux n'ont pas acquis grand-chose, et la suite, qui va s'appuyer sur ces connaissances, va être très compliquée pour eux. En jaune, ce que vous voyez, c'est le résultat des élèves lors de la deuxième évaluation, donc lorsque les fiches de mémorisation ont été utilisées. Ce qu'on voit, c'est que pour les élèves très bons, ça ne change pas grand-chose. Ils ont déjà développé des stratégies efficaces, je précise, efficaces en cycle 3. Néanmoins, le fait d'apprendre à utiliser ces outils pourra peut-être leur être utile plus tard, quand les contenus seront plus complexes et qu'ils seront peut-être moins à l'aise. Ce qu'on voit aussi, c'est que plus les élèves sont en difficulté, plus ils bénéficient de la mise en place de ce type d'outils. Les élèves en difficulté obtiennent cette fois-ci 40% de réussite au test. Alors vous allez me dire 40%, ce n'est pas suffisant. On est bien d'accord. Mais ils étaient à moins de 15% sur la première période. Donc pour eux, on leur a déjà fait franchir un bond inestimable du point de vue des connaissances, mais aussi du point de vue de leur confiance. On leur montre qu'ils sont capables d'apprendre. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Parler à nos élèves de la plasticité cérébrale, de la capacité du cerveau à se modifier au fil des apprentissages, c'est quelque chose qui est fondamental. Tous les élèves sont capables de progresser. Ça ne veut pas dire d'être en réussite égale pour tous, mais ils sont tous capables de progresser. C'est mieux si on a des stratégies efficaces. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Eh bien, 2 éléments principaux. C'est nécessaire de lutter contre l'oubli, parce que l'oubli, il est naturel. C'est un système de protection de notre cerveau. Notre cerveau fait du tri, sinon il est en surcharge. Donc s'il y a des notions essentielles, il va falloir mettre en place des stratégies efficaces pour lutter contre cet oubli, notamment en réactivant les connaissances plusieurs fois, et puis en espaçant de plus en plus ces réapprentissages. Et puis deuxième chose, c'est bien plus efficace si on le fait sous forme de questionnement que sous forme de relecture. Alors, ça c'est la théorie, très bien, mais maintenant comment on fait dans les classes? Eh bien c'est ce que je voulais vous montrer. On a aujourd'hui tout un tas d'outils qui existent qui s'appellent des supports de mémorisation active. J'ai choisi de vous en présenter 2 sur tous ceux que je connais. L'un qui va être un outil papier-crayon et l'autre qui va être un outil numérique. Parce qu'en fait, ce que je dis souvent en formation, c'est que ce qui nous importe, c'est ce qu'on va générer dans le cerveau des apprenants. Ce n'est pas numérique ou papier-crayon. Parce qu'en fait, l'un ou l'autre
peut générer le même type d'activité cognitive. Alors le premier, je suis désolée, c'est un petit peu sombre, j'espère que vous voyez bien quand même. Le premier s'appelle le cahier de réactivation. Et ça, c'est un outil qui est très intéressant parce que Monsieur Ebbinghaus, vous avez vu tout à l'heure, nous a mis en évidence le fait qu'au bout de 20 minutes, on avait déjà oublié presque la moitié de ce qu'on avait étudié juste avant. Sauf que 20 minutes, quand on est en classe, bien souvent, on est passé dans le secondaire au cours d'après et en primaire à la discipline d'après. Donc autrement dit, on n'a plus nos élèves sous la main, en tout cas dans le secondaire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet outil, il va être pris en charge pas par un seul enseignant, mais par plusieurs. Ce cahier, c'est un cahier pour la classe. Un peu à la manière, vous savez, de l'ancien cahier de texte qu'on trimballait sous le bras, là, d'une salle à l'autre. Eh bien, on remet en place un cahier de ce type-là, sauf que cette fois-ci, dans ce cahier, on va mettre des questions et des réponses. En fin de séance, si j'ai étudié une notion essentielle que les élèves doivent mémoriser à long terme, je vais l'écrire dans ce cahier sous la forme d'une question et d'une réponse. Le cahier va arriver dans le cours suivant. Et là, l'enseignant de l'autre discipline va poser une question d'une autre discipline que la sienne. Donc moi, je suis professeur de mathématiques, je pose des questions d'histoire, de français, de PS, de technologie, d'anglais, d'espagnol. Là, ça devient très, très compliqué pour moi. Donc je demande de l'aide aux élèves ou je pose une autre question. Et ça permet, si vous voulez, de briser cette courbe de l'oubli avant qu'elle ne se mette en œuvre de manière trop importante. Alors, comment ça fonctionne? Vous voyez, je vous ai fait un joli petit tableau. On a un cahier, on met la date, la matière, la question, la réponse. On n'oublie pas de mettre la réponse. C'est plus facile pour le collègue d'après. Et puis, on va pouvoir cocher. Voilà, ça a été réactivé. Alors, vous voyez, on n'est pas très ambitieux. Je vous ai dit, idéalement, c'est le cours d'après. On ne vit pas dans le monde des bisounours. Des fois, le cours d'après, il y a une évaluation, c'est pas possible. C'est pas grave. Plus tôt c'est fait, mieux c'est. Mais on fait comme on peut. Donc le jour même, le lendemain, quelquefois c'est au retour des vacances, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Et puis l'idée, c'est de faire plusieurs réactivations. Ça veut dire qu'en début d'heure, en général, on ne va pas poser une seule question aux élèves, on va en poser une qui est très récente, qui vient d'être mise dans le cahier, puis on va revenir un petit peu en arrière dans les pages du cahier, puis en poser une un petit peu plus ancienne. Alors, ça prend un petit peu de temps. En général, une question, c'est 1 minute. Si vous en posez 2, ça fait 2 minutes. Vous prenez 2 minutes sur votre cours pour faire autre chose, mais vous savez qu'il y a un autre collègue qui va prendre 2 minutes pour faire de votre discipline. Donc c'est du donnant-donnant, et en fait c'est extrêmement efficace. Alors tout ça c'est très joli, en vrai ça ressemble plutôt à ça, c'est très très moche, on est bien d'accord, mais on s'en fiche, c'est pas l'esthétique qui compte, c'est l'efficacité. Je me permets de vous faire part d'une expérimentation que j'ai faite moi avec des classes de 6e qui avaient utilisé cet outil. Alors, ce n'est pas une expérience scientifique à proprement parler, puisque ça a été fait uniquement dans un établissement scolaire avec quelques élèves, mais on a comparé en fait 2 classes de 6e qui avaient à peu près la même équipe pédagogique, c'est-à-dire qu'on avait à peu près 75% des profs en commun sur les 2 classes de 6e, donc à peu près les mêmes contenus enseignés. Et on a fait passer un questionnaire en fin d'année donc à ces 2 classes de 6e, l'une qui avait utilisé le cahier de réactivation, l'autre non. Et on a posé des questions issues de ces notions essentielles qu'on avait mis dans le cahier, et on a comparé les résultats. Eh bien, la classe qui n'avait pas utilisé de cahier de réactivation a eu à peu près 10,5 de moyenne sur 20 à cette évaluation. Donc, sur les essentiels, ils étaient à peu près à la moitié de maîtrise. Il y a 9 élèves qui avaient en dessous de la moyenne, et il y avait des notes de 2 et 3 sur 20. Dans l'autre classe qui avait utilisé le cahier de réactivation, à peu près le même profil globalement, des moyennes similaires dans l'ensemble des disciplines, à 1 point près à peu près, eh bien, ils ont eu 16,5 de moyenne. 2 élèves seulement ont eu en dessous de la moyenne, et ces élèves, ils ont 8 et 9 sur 20. Donc, rien à voir avec l'autre classe. Donc, c'est quelque chose, ça, qui peut se mettre en place très facilement, presque du jour au lendemain. Ça ne nécessite pas d'anticipation, hormis acheter un cahier et tracer des colonnes. Ce n'est pas très compliqué. Et c'est très efficace du point de vue de la mémorisation. Le deuxième outil que je voulais vous montrer, le principe est le même. Vous avez compris, question, je cherche la réponse, et ensuite on me donne un feedback en m'indiquant la bonne réponse. Celui-ci, alors je vais vous parler de flashcards, vous savez un petit peu ce que c'est, j'imagine. C'est des petits bouts de papier, d'un côté on a la question, de l'autre côté on a la réponse associée. Et donc on travaille comme ça de manière individuelle avec ces cartes.
Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'aujourd'hui, on a des supports numériques pour travailler avec des flashcards, notamment un qui s'appelle WooFlash, que je me permets de vous montrer parce qu'il est extrêmement intéressant sur 2 points notamment. Le premier, c'est que c'est un outil individuel, donc chaque élève a un compte sur cette application, mais c'est vous néanmoins qui fournissez les flashcards par le biais d'un partage. Et en fait, le principe de cette application, c'est qu'elle comprend ce qu'on appelle un algorithme de reprise expansé. Ça veut dire qu'en fait, à chaque fois que l'élève va travailler sur une flashcard, il va ensuite se positionner « je savais » ou « je ne savais pas ». Et en fait, l'application enregistre ses réponses, et la fois suivante, quand il va se connecter, il n'aura pas les mêmes questions que son camarade d'à côté. Tout simplement parce que l'application va lui donner en priorité soit les questions qu'il n'a pas encore rencontrées, soit celles auxquelles il a échoué très récemment, soit celles qu'il savait déjà mais qu'il n'a pas eues depuis longtemps. Donc vous voyez qu'on est dans cette espèce de répétition espacée qui est prise en charge de manière automatisée et individualisée pour les élèves. Alors concrètement, à quoi ça ressemble ? En fait, quand vous vous connectez, vous avez quelque chose comme ça. Ça, c'est une question que j'aurais pu vous mettre dans un paquet de flashcards que je vous aurais donné aujourd'hui. Quelles sont les stratégies qui favorisent la mémorisation à long terme ? On réfléchit dans sa tête. OK. On clique sur « Afficher la réponse » et puis voilà ce qui apparaît. Ma proposition de réponse, c'était la suivante. Se tester en se posant des questions et espacer de plus en plus les reprises. Et puis en dessous, vous avez un petit bouton « Je sais » ou « Je ne sais pas ». Et vous cliquez. Alors, petit bémol, à titre personnel, j'ai un petit garçon de 12 ans qui utilise WooFlash. Lui, il sait tout. Hein. Il fait les cartes et il clique sur « Je sais ». Hein. Oh, écoute, ton ancrage est à 80% au bout d'une fois, c'est quand même un petit peu bizarre. On va aller regarder. On va changer de stratégie. Gros avantage de WooFlash, vous pouvez faire des flashcards, mais aussi des QCM. QCM, il faut sélectionner la bonne réponse. Donc là, il n'y a plus de triche possible. Avec un bémol, vous l'avez vu tout à l'heure pour le logo Carrefour. Hein. Reconnaître la réponse parmi plusieurs propositions, ce n'est pas la même chose que la trouver soi-même. Après, on éduque. Maintenant, il triche un peu moins. Dernière chose autour... Oui, il n'a pas de chance, il a une maman prof et formatrice. Dernière chose, je sais que vous avez peut-être assisté à différentes conférences sur l'IA. Facile, difficile à mettre en place. En tout cas, il y a plein de choses intéressantes qu'on peut faire avec, notamment l'utiliser pour créer des questionnaires. Dans WooFlash, il y a un module d'IA intégré, c'est ChatGPT qui est derrière, hein, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et en fait, vous pouvez, soit à partir d'une thématique, à partir d'une vidéo que vous demandez à vos élèves de regarder, ou à partir de votre propre support de cours, créer un questionnaire ou des flashcards. Et vous gardez la main. C'est-à-dire que s'il y a des questions qui ne vous paraissent pas pertinentes, pas intéressantes, vous les enlevez. Si vous voulez modifier des propositions de réponse, vous pouvez. Mais en tout cas, ça vous prépare toute une quantité d'informations. C'est un gain de temps considérable. Et c'est aussi très intéressant d'éduquer les élèves à utiliser ça en autonomie. Parce qu'en fait, s'ils arrivent, eux, à se créer un questionnaire, à l'analyser en se disant « Ok, bon, non, cette question, ce n'est pas quelque chose d'essentiel sur ma leçon. Par contre, là, il y a quelque chose qui est écrit en rouge dans ma leçon, je n'ai pas de question qui correspond, je vais en rajouter une. » Quand on arrive à faire ça, à les rendre autonomes sur ce travail-là, on a tout gagné. Et on sait que pour la suite de leur scolarité, ils ont des outils de travail performants du point de vue de la mémorisation. Donc, ce que je viens de vous présenter, assez brièvement, je l'entends, c'est le principe des formations auxquelles vous pouvez accéder en neuroéducation par l'intermédiaire du SNEL. Donc ces formations, comment elles fonctionnent ? En fait, c'est ce que vous avez vécu. C'est-à-dire que déjà, on va se mettre, nous, en exercice. Comment fonctionne notre propre cerveau ? C'est ce que vous avez fait avec la petite expérience sur le logo Carrefour. Ensuite, bien sûr qu'il y a des références scientifiques. On ne peut pas parler de neuroéducation sans avoir les bases scientifiques qui s'y réfèrent. Des propositions de pistes pédagogiques, je viens de vous en donner 2 sur la mémorisation, et puis ce que vous n'allez pas vivre aujourd'hui, mais que je peux proposer dans le cadre d'un travail avec une équipe pédagogique, c'est de s'y mettre vraiment, c'est-à-dire de prendre en main un outil choisi par les collègues ou choisi en concertation avec vous, et puis de s'y mettre et de commencer à travailler avec ces outils. Et là, en général, je propose des fiches. On travaille en atelier. On peut avoir différents ateliers qui fonctionnent de manière simultanée. Et l'idée, c'est que les collègues aient à disposition une fiche un petit peu synthétique. En général, c'est un recto verso avec la validation scientifique de l'activité, la présentation du dispositif et puis une aide à la mise en place pour pouvoir
commencer à démarrer. Et très honnêtement, dans la plupart des établissements où je passe, il y a des choses qui se mettent en place parfois dès le lendemain ou dès la semaine suivante. Parce qu'en fait, sans forcément remettre en question toute sa programmation annuelle, on peut mettre en place des choses dès le lendemain, notamment autour de la mémorisation. Et souvent, c'est le premier thème par lequel on rentre dans les sciences cognitives, parce qu'il est facile à prendre en main par les enseignants, et parce que c'est aussi celui qui donne des résultats le plus rapidement auprès des élèves. Très rapidement, ils se rendent compte que « Ah oui, je sais, celle-là, je l'ai retenue ». Et ça agit encore une fois sur la confiance. Alors, je voulais terminer cette présentation. Ça va, on a encore un petit peu de temps. En vous montrant en fait quelles thématiques on peut aborder en lien avec les sciences cognitives pour améliorer les stratégies d'apprentissage de nos élèves. Alors en fait, les sciences cognitives ont beaucoup avancé ces dernières années, aux États-Unis, mais aussi en France. On a vraiment des chercheurs qui sont très, très actifs et qui nous proposent des tas de résultats et qui forment eux aussi les équipes pédagogiques. Je ne sais pas si vous êtes allé regarder récemment sur Canotech notamment, la branche qui propose des formations en ligne de Canopé. Il y a plein de conférences de chercheurs en neurosciences qui sont proposées à destination des enseignants. Ils se mettent vraiment à la hauteur de leur public. Donc vous n'avez pas que des références scientifiques, mais on voit vraiment les liens avec la pédagogie. J'en profite pour vous dire que sur chacune, vous aurez, en dehors de la captation vidéo, vous aurez aussi accès à ce support. C'est une présentation en ligne, donc vous pourrez retrouver toutes les informations. Et en bas de chaque diapo, vous allez le voir ici, vous avez des liens qui sont actifs, qui vous permettent d'aller trouver de la documentation complémentaire si un point en particulier vous intéresse. J'ai essayé de vous mettre de la documentation variée, donc il y a des textes, il y a des vidéos, il y a des podcasts. Je vous ai mis un petit peu de tout, ça vous donnera aussi différentes ressources. Pour la partie précédente sur les recherches scientifiques, j'ai essayé de vous trouver des traductions en français qui tenaient la route. Je n'ai pas toujours réussi et je ne me lance pas, moi, dans la traduction en français d'une étude scientifique. Je sais lire en anglais, mais de là à traduire, je ne m'y aventurerai pas. Donc pour certaines, je suis désolée, mais c'est des résultats de recherche en anglais. Vous pourrez déjà regarder les graphiques, ça vous donnera déjà une petite idée. Alors, en dehors de la mémorisation à long terme, quelles sont les thématiques qu'on peut aborder autour des sciences cognitives ? Eh bien, la mémorisation, c'est vraiment la première brique. Toutes les activités cognitives, même les activités cognitives de haut niveau, s'appuient sur la mémoire à long terme. C'est la première brique, elle est indispensable, mais bien sûr, elle n'est pas suffisante. Juste au-dessus, on a la compréhension. Bien sûr que c'est les deux axes principaux à travailler avec nos apprenants, leur donner des stratégies pour mémoriser et leur donner des stratégies pour comprendre. Alors, en quelques mots, ce que je voulais vous dire là-dessus, c'est que en science, ce que les chercheurs essaient de faire, c'est de modéliser la réalité, de trouver des modèles qui expliquent le fonctionnement de la nature. Aujourd'hui, on a un consensus international au niveau du fonctionnement de la compréhension. Les chercheurs sont d'accord pour dire que le cerveau comprend uniquement par comparaison. C'est-à-dire que face à une notion, quelle qu'elle soit, vous allez partir de ce que vous croyez savoir de la notion et vous allez comparer ça à tout ce que vous allez recevoir du monde extérieur. Une vidéo que vous regardez, un texte que vous lisez, une formatrice que vous écoutez. Et votre cerveau, par comparaison entre ces deux éléments, va corriger ce qu'il croyait savoir initialement s'il a des signaux d'erreur, d'écart entre les deux perceptions. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on est enseignant, et moi la première, on pense que plus on explique, plus nos élèves vont comprendre. Donc l'essentiel de notre temps, c'est nous qui expliquons. Parce que nous, on sait. Donc si on explique, ils vont mieux comprendre. Mais en fait, on oublie quelque chose d'essentiel, c'est que si les élèves ne vont pas chercher dans leur tête ce qu'ils croient savoir ou les quelques petits prérequis qu'ils ont autour de cette notion pour pouvoir comparer à tout ce qu'on va leur apporter, qui bien sûr est indispensable, eh bien, on les empêche de rentrer dans la compréhension. Et ça, on a aujourd'hui des stratégies très simples pour mettre en action les élèves pour qu'ils fassent ce qu'on appelle une prédiction descendante. Voilà, aujourd'hui, on va parler de telle thématique. Qu'est-ce que vous savez, là, maintenant, sur cette thématique ? Et ça, il y a un outil qui est formidable et révolutionnaire. Ça s'appelle l'ardoise. Et je vous assure que ça marche extrêmement bien. Je vous donne un exemple. Je me permets de le donner en mathématiques.
quand même. Je travaille avec des élèves de 4e sur la géométrie dans l'espace. On va aborder les pyramides. Ok, je mets le mot au tableau, pyramide. Prenez votre ardoise, une pyramide, pour vous, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand je vous dis le mot pyramide? Alors là, j'ai de tout sur les ardoises. J'ai la pyramide du Louvre, j'ai la pyramide de Gizeh. Mais très bien, tu as déjà une image mentale de ce qu'est une pyramide, c'est très bien. Et puis j'ai des triangles. C'est-à-dire que j'ai quelques élèves pour qui une pyramide et un triangle, c'est pareil. Heureusement que je fais ça. C'est-à-dire que pour eux, je lève déjà le doute de « Ok, donc toi, il va falloir que je t'ai à l'œil parce que là, tu as un changement de paradigme à faire et il faut que je t'accompagne là-dessus. » Et en fait, j'ai même pas trop besoin de les cibler, ces élèves-là, parce que je leur ai permis de dire « Moi, je pense que c'est un triangle. » Et ensuite, moi, je vais leur expliquer « Ben non, regardez, c'est pas un triangle, en fait. On va regarder un solide pour de vrai, on va prendre une modélisation 3D, on va la faire tourner et se rendre compte que « Ben non, c'est pas juste un triangle. » Et je lève un obstacle qui va leur permettre réellement de rentrer dans l'apprentissage par la suite. Et donc ça, vous voyez, c'est des stratégies pédagogiques qui ne sont pas compliquées ni onéreuses à mettre en place et qu'on peut mettre en place très facilement et qui vont accompagner la compréhension des élèves. Troisième aspect, sur lequel on peut travailler, c'est l'attention. Oh, le mal du siècle. Ils ne sont pas attentifs, nos élèves. Alors, je n'ai pas une très bonne nouvelle pour vous. Vous ne l'êtes pas beaucoup non plus. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui s'est levé, qui est sorti, quelqu'un qui s'est levé ensuite pour aller fermer la porte qui s'était mal refermée. Vous avez tous tourné la tête vers la droite. Alors, en fait, je plaisante, mais je vais vous rassurer. En fait, si, vous êtes attentifs. C'est juste que notre cerveau, du point de vue de l'attention, il n'a pas trop évolué depuis la préhistoire. Eh oui, c'est un fait. Et donc, il est fait pour s'adapter à la situation. Donc, quand il y a quelque chose d'inhabituel qui survient dans l'environnement, eh bien, notre attention va se porter sur cet élément. Tout simplement parce qu'au temps de la préhistoire, c'était un danger. Il valait mieux être réactif quand quelque chose d'inhabituel survenait dans l'environnement. Sauf que notre cerveau réagit pareil à ce type de problématique, aussi bien qu'à une porte qui est mal fermée. Je vous donne d'autres exemples. Une règle métallique qui tombe par terre, un copain qui appelle au fond de la classe, ou ce genre de choses. Et en fait, la première chose à faire quand on veut éduquer à l'attention, c'est déjà nous de prendre conscience des limites de l'attention et de ne plus dire à nos élèves « Bon, c'est bon, il pleut, vous n'allez pas regarder par la fenêtre. » Ben si, ils vont regarder par la fenêtre parce que c'est leur cerveau qui leur indique de le faire. Par contre, notre rôle à nous, c'est plutôt de dire « Oui, il pleut. Bon, allez, on reprend maintenant. Votre cible d'attention, elle est là, c'est pas la pluie. » Et ça, c'est un travail finalement de formation des enseignants qui est extrêmement porteur, tout simplement parce qu'aujourd'hui, dans la formation des enseignants, ces notions-là, on ne les a pas. Je vous ai mis encore une fois un lien. Là, c'est un podcast de Grégoire Borst sur l'attention. Il a fait toute une série sur les sciences cognitives de l'éducation. Ça a été diffusé sur France Info ou France Inter, je vous avoue que je ne sais plus. Et c'est accessible maintenant en ligne sans aucune difficulté. Alors, autre chose, apprendre à résister. Alors, apprendre à résister, ça veut dire quoi ? En fait, parfois, quand on est enseignant, on s'énerve. Bah oui, ça arrive. Surtout quand nos élèves font les mêmes erreurs à répétition. Mais tu sais bien, 4,35, ça n'est pas plus grand que 4,4. Oui, madame, je sais, parce qu'il faut rajouter des zéros pour avoir le même nombre de chiffres derrière la virgule. Et du coup, 4,35, il est comment par rapport à 4,4 ? Plus grand. Toujours pas. En fait, c'est simplement que ces élèves, je vous donne encore une fois un exemple en mathématiques, mais il y en a dans beaucoup de disciplines, ces élèves, c'est simplement qu'ils prennent le raccourci qu'ils utilisent habituellement pour les nombres entiers et qu'ils l'appliquent pour les nombres décimaux, alors que ça ne fonctionne pas. Il faut que leur cerveau résiste à cet automatisme qui se met en route, automatisme qui, au passage, est très intéressant et très rapide quand il peut s'appliquer sur des situations pertinentes. Donc il est intéressant cet automatisme. Mais là, il faut que le cerveau active son inhibition pour bloquer ce réflexe et passer sur une autre stratégie. Donc ça nécessite d'utiliser ces facultés cognitives de haut niveau, celles qu'on appelle les fonctions exécutives, la flexibilité mentale, l'inhibition cognitive, etc. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend et sur lesquels on peut aussi former les enseignants. Vaste thème, la motivation. Ça, qu'est-ce que je peux l'entendre ? Oui, mais ils ne sont pas motivés. Ah oui, donc on ne peut rien faire. Eh bien, en fait, on a aujourd'hui des connaissances sur la motivation.
Et ce qui est assez surprenant, il y a un chercheur québécois que j'aime beaucoup qui s'appelle Steve Masson, qui pose souvent cette question, d'après vous, est-ce qu'il faut être motivé pour réussir ou est-ce qu'il faut réussir pour être motivé? Eh bien, la réponse, c'est la deuxième. C'est-à-dire que pour motiver des élèves, il va falloir les mettre en réussite, même des toutes petites réussites. C'est-à-dire un élève de 4e qui arrive à faire quelque chose de niveau 6e, on va lui renvoyer du feedback positif. C'est bien, ça t'a réussi. Et en fait, ce qu'on sait aujourd'hui du point de vue des neurosciences, c'est que ces feedbacks positifs permettent au cerveau de générer de la dopamine dans un endroit du cerveau qui s'appelle le striatum, qui est au cœur du cerveau. Et cette petite zone du cerveau, elle fait partie de ce qu'on appelle le circuit de la récompense. Et ce circuit de la récompense, vous savez, celui qui fait en sorte qu'on reste sur nos applications jusqu'à tomber de sommeil, là, à cliquer sur des petits cœurs roses, des petits trucs bleus, etc. pendant des heures. Eh bien, ce circuit de la récompense, qui est beaucoup décrié à l'heure actuelle, c'est en fait la source de notre motivation. Et donc, à nous, aujourd'hui, en tant qu'enseignants, de l'utiliser à bon escient, tout simplement. La métacognition. Ce terme, vous l'avez forcément entendu, il est très à la mode en ce moment. Mais qu'est-ce que ça veut dire et comment on fait? C'est pas si simple. Moi-même, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, j'ai eu l'impression d'un puits sans fond. Et puis, j'ai découvert Joëlle Proust, qui est une chercheuse française, je tiens à le signaler, qui a établi un recueil sur la métacognition en 2019 qui est extrêmement intéressant. Elle est allée chercher comment accompagner les enseignants dans la prise en compte de cette métacognition. C'est-à-dire, la métacognition, c'est comment on pense sur sa propre pensée. Comment je prends en compte ce que moi je suis en train de faire, comment j'analyse mes propres schémas de pensée, de réflexion, d'apprentissage. C'est quelque chose qui est complexe, mais qui est fondamental. On sait aujourd'hui que des élèves qui ont de bonnes stratégies et compétences métacognitives sont des élèves qui réussissent dans la vie. Et je ne vous parle pas que de compétences académiques, hein. C'est bien plus large que ça. Un point important, c'est qu'en fait, un des leviers, c'est d'accompagner les élèves pour qu'ils puissent s'évaluer. Parce qu'en fait, faire de la métacognition sur son propre travail, c'est être capable de savoir ce qu'on a fait juste et ce qu'on n'a pas fait juste. Et donc, l'idée, c'est de redonner toute sa place à l'évaluation, d'arrêter de penser que évaluer, c'est mettre des notes parce qu'on en a besoin sur le bulletin, mais de mettre l'évaluation au cœur de l'apprentissage. Je vous le disais tout à l'heure, hein, se tester, c'est apprendre. Donc, ça veut dire que l'évaluation, elle doit être dans nos classes tout le temps, mais sous une forme qui n'est pas une forme stressante pour l'élève, qui est vraiment synonyme de métacognition. Je crois que j'arrive à l'avant-dernier point sur lequel que je voulais aborder avec vous, c'est le développement des compétences psychosociales. On est dans le champ de développement le plus important à l'heure actuelle en sciences cognitives, c'est ce qu'on appelle les sciences cognitives affectives et sociales. Aujourd'hui, les chercheurs travaillent énormément là-dessus. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand je suis en contact social, quand je ressens une émotion, et comment je peux faire pour vivre le mieux possible avec tout ça. On est actuellement dans l'objectif interministériel 2037, avec une vraie volonté de former tous les élèves de cette génération, ceux qui arriveront à 18 ans en 2037, tous les ans aux compétences psychosociales. On a aujourd'hui des références scientifiques à la fois sur l'impact de cet enseignement sur la vie des personnes qui y sont formées, mais aussi sur les stratégies pour travailler sur les compétences psychosociales. On sait aujourd'hui comment faire pour avoir des formations, des interventions qui soient efficaces. Et donc ça, c'est quelque chose qui est aussi fondamental, notamment pour prévenir les conduites à risque chez les adolescents. On sait que c'est le levier le plus important pour prévenir les conduites à risque. Dernier point, réguler les comportements perturbateurs, parce que ça, c'est aussi une problématique scolaire très importante. Et on a aujourd'hui des leviers. Je n'aurai pas le temps de vous en dire plus, mais vous pourrez aller regarder cette petite vidéo de Franck Ramu qui nous explique en 2 mots simplement que si on veut réguler les comportements perturbateurs, eh bien, il faut enseigner les comportements attendus. J'entendais l'autre jour quelqu'un qui disait un élève qui ne sait pas lire, on lui apprend. Un élève qui ne sait pas compter, on lui apprend. Un élève qui n'a pas le bon comportement, on le punit. Ben non, il faut lui apprendre. Et en fait, on se rend compte parfois que ces fameux élèves qui n'ont pas tous les codes, eh ben en fait, ils ne savent pas.
Et on peut mettre en place des protocoles à ce niveau-là, qui sont encore une fois pas si compliqués que ça à mettre en œuvre. Je vous disais tout à l'heure que la formation des enseignants ne prend pas en compte toutes ces notions-là qui sont pourtant essentielles. Alors on peut avoir de l'espoir puisque le Conseil scientifique de l'éducation nationale a publié il y a à peine quelques jours une toute nouvelle proposition de référentiel de compétences des enseignants français. Je ne sais pas si vous l'avez vu, je vous ai mis le lien, je vous invite à aller regarder. Tout ce que je vous ai raconté aujourd'hui, c'est dedans. C'est-à-dire que, alors il y a des sciences cognitives partout, il y a les compétences psychosociales, il y a tout ce que vous voulez. Si vous regardez le listing des 7 points, vous reconnaissez ce que je vous ai raconté aujourd'hui. Si vous rentrez dans le détail, moi j'ai pris le temps de le lire en entier avant de venir, on retrouve vraiment tout ça. Et c'est fondamental. Alors ça ne veut pas dire que cette publication va être suivie d'effets immédiats. Si on veut changer le référentiel de compétences des enseignants français, il va falloir s'y reprendre à plusieurs fois. Ça va être un mouvement long. Mais en tout cas, ça veut dire qu'on peut y aller. On peut y aller, on a tout ce qu'il faut aujourd'hui pour y aller. Alors, pour terminer, je me permets de passer ça par manque de temps. Je voulais terminer en vous disant que parfois, quand on propose une formation à des enseignants, ça les effraie parce qu'ils se disent « Ok, il va falloir que j'oublie tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui et que je change tout. » Mais non. Enseigner avec les neurosciences, ce n'est pas une révolution. Ce n'est pas « j'arrête tout ce que je faisais jusqu'à maintenant et je fais complètement autrement ». En fait, c'est une évolution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des connaissances scientifiques. Au même titre qu'en médecine, ça ne vous viendrait pas à l'idée, si vous devez vous faire opérer, d'aller vous faire opérer dans cette salle d'opération. On est d'accord que tout le monde préfère celle-là. D'accord ? Eh bien, aujourd'hui, c'est pareil. On ne peut plus enseigner comme on enseignait il y a 100 ans. On est au centenaire du SNEL. Il s'est passé plein de choses du point de vue scientifique. Aujourd'hui, on sait. Donc ça, il faut le prendre en compte. Donc si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à faire appel à moi. Vous avez mes cartes de visite ici. Et vous avez accès ici au catalogue des formations que je propose, qui sont bien sûr discutables entre nous. Tout est adaptable à votre public et à votre environnement. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui.